Pour ce deuxième atelier Déshabillons l'info, deuxième rendez-vous proposé par plusieurs structures, le Centre interculturel de documentation, les Indignés du PAF, le magazine Fragile et Alternante FM, la radio, nous allons nous intéresser à la mise en scène de l'étranger, la mise en scène de l'immigré dans les médias, avec la complicité de nos invités, Marie-France Malonga, sociologue, auteur d'une thèse sur les minorités et télévision française, Philippe Guilleneuf, fondateur de l'association Les Indignés du PAF. Bonsoir. Dans la salle, Marie Harlet et Salima Ketar du collectif Étrange Miroir. Coucou. Et je signale aussi la présence d'Élise Jaunet qui va m'accompagner dans l'animation de cet atelier. Bonsoir Élise. Bonsoir. On va préciser, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques yeux électroniques autour de vous. Donc cet atelier est à la fois enregistré pour diffusion, enfin quelques extraits seront diffusés sur Alternante FM, et puis pour mise à disposition sur l'Internet. Et donc c'est l'équipe de ce soir fait ma TV, ta TV, ouais, c'est pas la mienne, hein, de Malakoff, qui étaient nos invités la dernière fois. Bon, il y aura quelques boulettes de ma part ce soir, mais bon, soyez indulgents et indulgentes. Élise, est-ce que tu peux rapidement, parce qu'il faut mettre du rythme, hein, on l'a dit, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu l'objectif de cet atelier ? Oui, donc on va repréciser l'objectif de cet atelier parce qu'on a eu des critiques par rapport à ces ateliers. On s'est fait taper sur les doigts. Notamment par les médias, donc on voulait un peu repréciser l'objectif de ces ateliers. Donc nous, ce qui nous intéressait à travers ces ateliers, c'était de questionner les représentations, les images qui circulaient dans la société française sur 3 thématiques qu'on a choisi de traiter, à savoir, dans un premier temps, les quartiers populaires, c'était le premier atelier. Dans un second temps, l'étranger immigré, donc c'est ce soir. Et en juin, le 16 juin prochain, on verra la mise en scène des religions. Alors, juste pour repréciser rapidement, nous, ce qui nous intéressait dans le fait de partir d'exemples de traitement médiatique, c'était parce que les médias sont un reflet de la société. Et ce n'était pas particulièrement pour stigmatiser les médias comme étant les seuls producteurs des représentations de la société, mais plus comme reflet de ce qui se passe actuellement dans la société. Donc voilà, on voulait bien que ces choses-là soient claires à l'esprit de tout le monde. Philippe, tu n'as rien contre les journalistes ? Non, donc les Indignés du PAF n'ont rien contre les journalistes, et comme le disait Élise, vu que les médias participent à la fabrication des images dans la société, ils peuvent aussi parfois très sérieusement contribuer à parfois les déformer, et puis en plus les amplifier. Voilà. Et le travail des Indignés du PAF, justement, c'est parfois, parce que beaucoup de journalistes font très très bien leur travail et c'est très clair, mais quand il y a des choses qui dérapent, et on va en parler ce soir justement avec des exemples précis, eh bien on est là pour le souligner, parce qu'après tout c'est bien de le dire, puisque c'est bien que le principe des excuses qui n'est pas encore adopté dans les médias français dans leur très grande majorité, le principe que les médias s'excusent, ce serait très très bien en fait qu'ils comprennent que c'est important et que ça pourrait permettre un petit peu à réconcilier tout le monde. Voilà. Bon, je précise que je fais partie de ces médias aussi. Tu es journaliste. Oui, je suis journaliste. Élise, tu vas faire taper sur les doigts. Je vais me faire taper, mais des deux côtés, hein, c'est ça qui est terrible. Élise, cette première partie, il y a 2 parties dans cet atelier. Une première partie qui est structurée en 3 sous-parties. Il y a une logique dans tout ça. Oui, alors la logique, du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de traiter cette mise en scène. On s'est dit, la migration, c'est avant tout un parcours de migration qui se décline en plusieurs étapes. Donc il y a d'abord l'étape de l'arrivée du migrant. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la manière dont on parle du migrant qui arrive. Ensuite de la personne immigrée qui est installée. Et dans un troisième temps, on s'intéressera à la filiation, à la descendance. Est-ce que c'est le même traitement médiatique pour les immigrés que pour les descendants d'immigrés ? Ce qui nous intéressait, c'était de voir s'il y avait une filiation entre ces 3 étapes ou s'il y avait justement des distinctions. Alors, on va tout de suite enchaîner par... alors, la dernière fois, on avait fait un micro-sondage, on s'est fait aussi taper sur les doigts, mais on a notre côté un petit peu maso, donc on va refaire un autre sondage, on va peut-être nous taper une nouvelle fois sur les doigts, on va voir. Donc, petit sondage à main levée, comme ça.
Quel est selon vous le pourcentage d'immigrés dans la population française? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, plus de 10%, moins de 10%, Il y a un micro 90%. éventuellement. Sabrina. Comme ça, pour que vous puissiez le dire haut et fort. Là, actuellement, si on faisait... c'est vraiment les chiffres d'aujourd'hui. Voilà. À votre avis, quel est le pourcentage, la part, le pourcentage Donc, il veut la population une ou deux personnes dans puis la on- population française? et puis on fera un petit sondage, plus, moins, on verra qui pense plus, qui pense moins. Qui veut répondre comme ça? Faut vous lancer, hein. Moins de 10, on dit. Je vais faire commissaire-priseur. Moins de 10 à ma gauche. Qui vote moins de 10? Qui vote plus de 10? Et qui vote plus de 10? Voilà. Qui vote plus de 20? Bah si c'est plus de 10, c'est plus de 20, non, je pense. Bah, ça Je sais pas. Oui, bon. Tu te fais déjà taper sur les doigts, Michel. Bon, Élise. Donc du coup, le chiffre exact, c'est 8,53% de la population. Ce qui fait que si la France occupe au niveau mondial le 6e rang par rapport à sa population d'immigrés, si on rapporte ça à la population globale française, la France se situe à la 54e place. Eh ben, c'est vrai Très bonne question. On avait pensé, Marie-France, si tu veux bien nous faire une petite définition et distinction. Eh ben, effectivement, une personne immigrée, c'est une personne qui a fait une migration, voilà, qui a migré et donc qui garde son statut de migrant, bien qu'il puisse être français et naturalisé. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir eu un mouvement et une migration. Donc de n'être pas né en France. C'est la différence, effectivement, avec la personne étrangère qui, de toute façon, est née hors de France et n'a pas subi forcément de migration. Mais n'a pas acquis la nationalité française. Un immigré peut être français ou étranger. Par contre, un étranger... voilà. Enfin, un étranger en France, parce qu'un Français peut être étranger à l'extérieur. Michel. Les non Les métropolitains. outre-mériens. Ils sont considérés Les comme des ultramarins. Français. Ils rentrent dans la population française. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, la chose qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, on utilise le terme de immigrés, étrangers, etc. Et c'est vrai que plus globalement, c'est intéressant d'élargir aussi la question en parlant aussi de populations issues des minorités de façon globale, puisque ça regroupe effectivement les descendants de ces populations. Et si on avait des statistiques ethniques, alors ça c'est un grand débat dans la société française, on se rendrait compte qu'il y aurait une proportion plus importante de personnes qui sont français, qui ne sont pas immigrés ni étrangers, mais qui peuvent être vus par la société comme différents et comme étrangers. Donc la proportion serait plus importante si on parlait vraiment plus d'un concept de minorité, une personne qui peut subir une domination politique et sociale est susceptible de subir une domination de cet ordre-là du fait de son apparence ou de ses origines ou de celle de ses parents. Même question à l'échelle de notre région. Alors je redonne la question. Quel est selon vous le pourcentage d'immigrés dans la population des Pays de la Loire? Alors, 4, plus ou moins? On va moins. Levez la main pour les moins. Moins que 4. Moins que 4. 1, 2, 3, 4. Et plus? Et sans opinion? Bon. Donc la bonne réponse est moins de 4%, puisque c'est 3,04% de population immigrée en région Pays de la Loire, ce qui fait de la région des Pays de la Loire la 11e région par rapport à l'accueil de la population immigrée au niveau de la France. Mais il faut savoir qu'entre 1999 et 2010, puisque les chiffres qu'on a datent de 2010, du recensement de 2010, il y a eu une augmentation de 74% de la population immigrée au niveau des Pays de la Loire,
alors qu'au niveau de la France, l'augmentation a été de 37%. Troisième et dernière question. Quel est, selon vous, le pourcentage de la population française qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère ? 20, 40, qui dit mieux ? 60, 70. Il me faudra un petit marteau là. 70. Ouais, au moins un grand-parent. Donc, en fait, au moins un grand-parent d'origine étrangère. Donc, la réponse, c'est en gros 33,33%. C'est au moins un Français sur 3. Aujourd'hui, a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Bon. Vérification dans la salle. Qui a au moins un grand-parent dans sa famille d'origine étrangère ? Levez bien les mains quand on voit bien. Levez bien. Ouais. Au moins, mais... ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 8, 9... Donc... Moi, je crois que j'en avais compté 11. 11 sur... Eh ben, j'ai pas compté tout. Bon. 11 sur 40. Ouais. Merci, Sacha. Bon. Merci, Sacha. Élise ? Tu veux que je lance le premier axe ? Bah oui. Ok, très bien. C'était Donc, pas prévu comme ça ? Si, c'était prévu comme ça. Donc on va passer sur le premier axe pour vous expliquer rapidement comment on va procéder. Pour chaque axe, on va diffuser un petit extrait vidéo par rapport auquel on demandera s'il y a des réactions dans la salle, si certains veulent réagir par rapport à ce qu'ils ont vu. Et ensuite, on laissera Philippe et Marie-France réagir et dire ce qu'on peut tirer de cet extrait-là. En fait, donc de mon côté, je vais expliquer pourquoi cet extrait est là. Vous allez tout de suite comprendre, de toute façon, en les voyant. C'est-à-dire que les Indiens du PAF étant donc dans la critique des médias, nous avons relevé des faits précis, avec des exemples précis où il y a des dérives dans le traitement de l'information. Et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Sacha. Je veux aller en Europe. Ici, je suis en danger. J'ai des problèmes avec les talibans. À Paris, ils aspergent la ville de parfum. C'est ce qu'on m'a dit. Il reste combien de montagnes à traverser ? Tout ça... Combien de chances on a d'arriver là-bas ? 5% de chance. 5%, pas plus. On va en parler un petit peu après. Clandestin, il traverse l'enfer pour venir en France. Et on se croit dans un film. Hein. Et là, ce qu'on va voir tout de suite... C'est le deuxième extrait, Sacha. On va enchaîner directement sur le deuxième extrait, et puis après, Philippe va bien expliquer le choix des deux extraits et les recontextualiser. Tout de suite à Lampedusa, île meurtrie par le naufrage de jeudi dernier et exaspérée par l'arrivée quasi quotidienne des clandestins. Les habitants ont exprimé leur colère ce matin à l'arrivée du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et du chef du gouvernement italien, Enrico Letta. Voilà, c'était un lancement de sujet de JT sur LCI. Mais je laisse justement Michel poser la question. Voilà, donc on va profiter de l'expertise de nos invités pour décoder tout ça. Mais juste avant, parce que comme il s'agit d'un atelier, on avait envie de vous faire prendre une ou deux réactions à la suite de ces deux courtes projections. Qu'est-ce que vous comprenez de ces deux projections ? Comment vous décodez tout ça de votre côté ? Ça révèle quoi pour vous ? Allez-y. Alors ici. Attendez, parce que comme c'est enregistré, puis qu'il y a aussi des caméras qui enregistrent le son aussi. Donc, Que l'immigré est toujours représenté comme quelqu'un de pauvre qui vient après un très long chemin, qui vient pour avoir une vie meilleure, mais juste socio-économique, on va dire. Une autre réaction ?
Non, bon, ben on enchaîne. Ah, là-bas, monsieur. Alors, on a l'impression... Attendez juste, on va ramener le micro. Bonsoir. Oui, c'est peut-être juste une impression, mais on dirait que les émigrés vont toujours du sud vers le nord. Voilà, en termes de trajectoire. Ça, effectivement, c'est une très bonne remarque dans le traitement de l'information. Bah, Aïcha, tu peux peut-être te rapprocher et puis prendre un micro. Là. Vous avez montré quand même le pire de la migration, quoi. Et c'est vrai, là où je rejoins le monsieur, c'est du nord au sud. Aujourd'hui, on traverse aussi d'est vers l'ouest. Mais vous avez montré le pire, c'est ça juste ce que je voulais dire. En fait, ce qu'il faut savoir, si on a montré ça, c'est parce qu'on traite donc de la mise en scène de l'information. Si on a décidé de vous montrer ces images-là, c'est justement parce qu'en fait, au fond, il y a des erreurs dedans, fondamentalement. La bande-annonce que vous avez vue, qui est présentée comme un film catastrophe, une aventure extraordinaire, qui correspond en partie à la réalité, c'est très clair. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est un extrait de Zone Interdite, en fait, donc, pour lequel la production avait embauché des gens, en fait, pour jouer le rôle de migrants. En fait, et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'ils étaient donc allés chercher des gens, je crois que c'était au Mali ou au Sénégal, je ne sais plus exactement, à qui ils avaient payé le billet la traversée en fait, qu'ils étaient censés après accueillir à Paris, héberger et aider. Et en fait, pour pouvoir faire ce reportage, qui est donc une mise en scène en fait, vraiment. Et en fait, donc non seulement ils ont effectivement payé le transport et ils s'en sont défendus à la fin parce que le poteau rose a été découvert, et en plus ils ont abandonné ceux qui avaient migré, ils les ont abandonnés à Paris, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas du tout occupés. Le poteau rose a été découvert et évidemment la production s'est défendue d'avoir fait quoi que ce soit, mais Télérama fait tout un dossier sur le sujet, preuve à l'appui. Donc non seulement la production a menti, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont payé ces gens pour faire cette migration, mais en plus ils les ont effectivement abandonnés. Parce qu'en fait la journaliste qui s'en est occupée n'a pas été soutenue de toute façon par sa production derrière, qui voulait faire seulement du sensationnel, comme on a pu le voir dans ce documentaire qui est effectivement effrayant. C'est une mise en scène absolument effrayante de la migration qui, d'un autre côté, alors juste je termine par rapport au deuxième extrait, quand vous voyez ce qui s'est passé donc, dans le lancement de sujet donc, par LCI sur Lampedusa, en fait, dans la lignée de toute cette fabrication d'un imaginaire qui correspond parfois à la réalité, mais qui parfois est exagéré, le journaliste de LCI qui a lancé le sujet donc, en disant que les Iliens de Lampedusa manifestaient pour dire qu'ils étaient outrés de voir des migrants arriver régulièrement sur l'île, en fait, c'est totalement faux. Les Iliens de Lampedusa, ils manifestaient effectivement à l'arrivée d'Enrico Letta et de Romano Prodi, mais ils manifestaient pas pour dire, ils manifestaient pour dire fuori. Fuori en italien, ça veut dire dehors. Mais fuori, c'était pas les immigrants, c'était Romano Prodi et Enrico Letta. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple de l'île de Lampedusa, en solidarité avec les migrants, demandait en fait à ce que l'Europe agisse, à ce que l'Europe fasse des choses pour soutenir en fait et pour venir en aide aux migrants. Donc d'une part, le premier extrait que vous avez vu est un mensonge puisque c'est mis en scène, et d'autre part, et là c'est une erreur, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire que le journaliste, il a menti mais sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il a analysé sans prendre le recul nécessaire, sans faire le travail de journaliste nécessaire pour analyser l'information. Il a mal contextualisé les choses, il a mal analysé les choses, et il a livré aux faits un sens qu'il n'avait pas, puisqu'il a livré aux faits le sens contraire de ce qu'ils étaient. Voilà. Tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fabrique dans la tête des gens quelque chose, ça fabrique un éventuel rejet, et ça fabrique quelque chose de dramatique sur l'émigration. Voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire. Oui, mais ce que... Je voulais
savoir, enfin, à votre avis, pourquoi il a pris ce parti d'envoyer une fausse information. Est-ce que c'est vraiment qu'il était complètement dans l'erreur? C'est une erreur. C'est réellement une erreur. Une erreur d'interprétation. C'est un réflexe de journaliste. Moi, je pense que c'est une erreur d'interprétation, et puis ça conforte l'idée selon laquelle il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont ancrés dans les esprits des journalistes, mais de tout citoyen. On a tous des stéréotypes et on essaye de lutter contre. Certains non, puisqu'ils restent figés dans leurs esprits. Et donc, je trouve que ces deux images, elles sont intéressantes, ces deux extraits. Le premier, parce que certes, ça donne une image extrêmement sensationnaliste, dramatique, anxiogène de l'immigré, et celui qui va nous perturber, en fait. Et puis surtout, ce que je trouve aussi, c'est que ça donne une image extrêmement, c'est comme disait Aïcha tout à l'heure, une image extrêmement misérabiliste de l'immigré. Et donc ça renvoie à une représentation qui est assez courante dans les représentations de l'autre avec un grand A dans les médias français, qui est la représentation de la victime, c'est-à-dire celui qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'assistance. Donc là, c'est une belle représentation. Donc je pense que le journaliste, donc là, c'est un bidonnage sciemment fait, mais c'est pour que ça colle à leur représentation et aux représentations collectées. Donc ça, c'est très dangereux parce que les journalistes ont une responsabilité sociale dans la diffusion des images qu'ils produisent. Et le deuxième exemple, je trouve qu'il donne aussi bien cette représentation de l'autre qui perturbe l'ordre social, qui dérange. Et ça, c'est une deuxième grande type de représentation qu'on rencontre beaucoup dans les contenus médiatiques de façon globale. C'est l'autre, le délinquant, le déviant au sens large, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas l'ordre établi, qui perturbe en fait, le mal. Et Marie-France, par rapport aux études que vous avez pu faire, justement, est-ce que cette image-là de victime et d'immigration anxiogène et tout est représentative de toute l'immigration qu'on peut connaître en France ou pas? Quels sont les autres? Non, absolument pas. C'est-à-dire c'est une image qui reste complètement figée. C'est vrai que la jeune femme tout à l'heure intervenait pour dire que c'était une représentation essentiellement économique. C'est vrai que ce qui pousse à la migration de façon globale, ça va être plutôt pour des raisons économiques. Mais après, il y a plein d'autres types de migration. Ça peut être le regroupement familial, ça peut être pour faire ses études. Donc, et puis en plus, la chose qu'on oublie aussi, c'est que les immigrés peuvent venir de plein de pays différents, et notamment beaucoup d'Europe. Et donc, dans la représentation de l'immigré, c'est toujours le pauvre, comme disait une personne, et une image complètement misérabiliste et paternaliste qui renvoie toujours à cette représentation de la victime qui justifierait une forme de domination indirectement. Et est-ce que ça ne sert pas aussi à justifier certaines peut-être politiques migratoires, ce type de diffusion d'images? Oui, complètement, mais après, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent ça. C'est vraiment aussi les conditions de travail des journalistes, la production de l'information, comme disait Philippe, c'est-à-dire le fait de courir à l'image facile, de ne pas avoir le temps de croiser l'information, etc. Donc c'est pas forcé. Donc c'est aussi les conditions de production de l'information qui expliquent ça. Et puis après, je pense que c'est aussi faire rentrer les contenus dans les représentations préétablies, en fait. Donc, c'est effectivement, indirectement, ça légitimise un certain nombre de politiques répressives ou autres sur les populations immigrées. Et je voulais poser une question par rapport à la presse écrite. Est-ce qu'il y a des travers aussi de sa part? Est-ce qu'il y a des dérapages par rapport à la diffusion des informations concernant la traversée de ces personnes qui quittent leur pays pour vivre mieux, pour éviter la guerre, la misère? Donc, et j'aimerais savoir aussi quel est l'intérêt de cette mise en scène, sachant que les conditions de traversée sont très pénibles, sont secrètes, et quels sont les journalistes qui ont le courage justement d'accompagner ces gens-là pour diffuser leur vécu. Philippe? Je ne vais pas monopoliser en même temps la parole. Alors, il faut voir que on repose, comme vous l'avez dit, comme on est plusieurs l'avoir dit tout à l'heure, sur le principe du sensationnel, en fait. On est sur le principe de la dramatisation. C'est-à-dire que, il faut du sang. J'exagère en disant ça, évidemment, c'est pas ce que je souhaite très clairement. Mais à un moment, les médias en général
et ils se trompent d'ailleurs, ont besoin d'adrénaline en fait. Ils ont besoin de déclencher quelque chose qui déclenche de l'émotion en fait. Et évidemment là, comme vous l'avez vu, hein, la bande-annonce, elle a fait réagir donc 2 personnes principalement, enfin tout le monde. Cette bande-annonce, elle est incroyable. On est vraiment dans la mise en scène de la misère, mais à un point, c'est du cinéma. Alors qu'en fait, c'est pas du cinéma, c'est censé être un documentaire. Donc on fabrique du sensationnel et de l'émotionnel. La presse écrite, en général, a un peu plus de recul en fait sur les choses, mais elle se laisse aussi piéger par ça, pour des raisons dont Marie-France parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que à un moment, c'est un engrenage en fait, et c'est-à-dire qu'on se laisse prendre par le jeu du sensationnel, par le jeu, à un moment, du manque de recul, qui fait qu'on ne se pose plus la question du sens des choses. Et LCI l'a montré d'une manière flagrante. C'est-à-dire que le journaliste reçoit les images de Lampedusa avec la manifestation des gens, et il ne va pas plus loin que son ressenti premier, qui est de dire ils sont en train de manifester pour dire qu'ils sont contre les migrants. Et en fait, il se trompe complètement. C'est-à-dire qu'il a parachuté une mécanique de pensée qui est fabriquée par tous ces éléments-là. Par cette mécanique du sensationnel, à un moment, elle devient une mécanique de fausse vérité. Voilà. Et c'est très fréquent. C'est-à-dire que beaucoup d'erreurs arrivent parce qu'à un moment, on pense, les préconçus prennent le pas sur la vérité. Voilà. C'est vrai que moi je dirais que la presse écrite est moins sujette à ce type de reportage, parce que bon, il y a déjà plus de temps pour faire l'enquête, travailler, etc. Ça va beaucoup moins vite que l'image animée. Mais de la même façon, on a quand même parfois une certaine presse qui se permet, alors ça ne sera pas forcément sur la question des migrants, mais de façon globale sur la question minoritaire, certaines presses qui se permettent de mettre des unes hyper sensationnelles pour accrocher appâter le chaland, si je peux dire. Et après, quand on regarde les dossiers, on se dit « Ah, ben en fait, il n'y avait pas grand-chose ». Et c'est le cas, par exemple, de certaines unes dans les dernières années de l'Express ou Le Point, pour ne pas les citer, qui se permettent de faire des unes vraiment très, très, très dérangeantes et très violentes. Et je pense, par exemple, à la une à un moment sur l'islam, je me souviens plus du titre, je crois que c'était l'islam dérangeante. L'islam sans gêne. L'islam sans gêne. Voilà, donc la presse écrite, par ces unes, n'est pas exempte parfois d'un certain sensationnalisme. Sachant que certains aussi font parfois aussi l'effort de... moi je pensais dans la presse écrite, notamment en préparant cet atelier, je suis retombée sur des dossiers qu'avait fait Le Monde, par exemple, qu'on mettra en ligne sur le site internet et sur le Facebook de l'association pour ceux qui veulent aller plus loin, où là il y avait vraiment par exemple contre les idées reçues sur l'immigration, il y a tout un dossier qui a été fait avec des chiffres, une enquête beaucoup plus fouillée. Donc après, heureusement, c'est pas non plus, ça vaut pas pour tous les journalistes. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser les médias, évidemment. Voilà. Bon. Il y a une question. Oui, mais il faut qu'on avance aussi. Donc, on prend une dernière question et puis. Ouais. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir, parce que la réalité des migrants est quand même très diverse, et je me dis qu'avoir à lire certains reportages, le premier documentaire que l'on a vu, il est aussi représentatif, même si c'est du cinéma. Il y a quand même une réalité quand on voit ce qui se passe à Lille, à Dunkerque, quand on voit à Paris le nombre de personnes qui sont dans la rue, ou même probablement à Nantes. Et donc, ce que je me dis, ces reportages, ils représentent, ça représente pour combien de personnes immigrées, et la réalité de combien de personnes immigrées, parce que les passeurs sur les bateaux, dans les avions, il y a bien des personnes qui traversent à ce moment-là. Alors ça, c'est un point. Est-ce que c'est représentatif de combien? Et puis deuxièmement, moi quand je regarde, bon, je ne l'ai pas vu ce reportage, mais moi je ne suis pas capable de faire la différence, sauf que là j'étais un petit peu surprise en me disant, ben, il y en a un qui est en train de tirer, il est en train de le prendre en photo, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui accepte d'être filmé en train de tirer avec son pistolet sur quelqu'un, ou je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire la distinction quand on regarde un reportage pour justement avoir ce regard acéré et essayer de faire le discernement?
Je pense à mon avis qu'il suffit juste d'écouter la musique et de voir, comme disait Philippe, la mise en scène. On a l'impression d'être vraiment dans une salle de cinéma, quoi. Donc à partir du moment où on essaye de provoquer de l'émotionnel, des réactions fortes de la part d'un récepteur, en l'occurrence un téléspectateur, on peut déjà se dire il y a peut-être quelque chose d'un petit peu étrange dans ce reportage. Après, c'est vrai que c'est assez difficile d'évaluer le nombre de clandestins ou d'immigration clandestine, j'en serais bien incapable. Voilà. Mais ça, c'est peut-être important à préciser que ces images-là concernent l'immigration illégale. Si tu peux peut-être... Oui, complètement. Et effectivement, comme disait Madame, c'est une part de réalité qui n'est pas à occulter. Après, ce qui est critiqué ici, c'est pas le fait de médiatiser l'événement, d'en parler, parce qu'effectivement, c'est une réalité dont il faut parler, mais dans un travail de journaliste plus construit, plus travaillé, et puis éviter d'essayer de faire du choc, quoi. C'est plutôt ça. Donc la mise en scène, elle se voit très, très rapidement. Juste avant de nous intéresser aux résidents, je pense qu'il y a une question essentielle à poser. C'est que là, il y a deux exemples chocs. On pourrait nous taxer de manipulateurs aussi, en disant vous avez choisi les plus trash. Vous qui les avez étudiés longuement, vous en avez fait une thèse, rapidement, c'est illustratif de quelque chose où on était vraiment trash pour être trash Non, moi je dis effectivement, alors là on a bien vu les ficelles, voilà, qu'il y avait du bidonnage, du trucage, c'était pas un travail sérieux, mais c'est la représentation d'une certaine réalité. C'est-à-dire que le problème dans la représentation plus globale des populations minoritaires, c'est de cantonner les individus dans un seul type d'image, de les enfermer dans des images. Donc ça, c'est une image parmi tant d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à une variation des images. Donc c'est bien effectivement ce qui serait l'idéal en fait, c'est de voir effectivement des personnes qui sont dans des situations clandestines, difficiles, parce que c'est une réalité, mais à côté de ça, de voir des images plus banalisées, voilà, à mon avis, c'est une des choses qui vient en France, par voilà, exemple. Donc le problème, c'est pas cette image-là. Enfin, elle est problématique celle-ci parce qu'elle est bidonnée, mais le contenu, l'histoire n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est la répétition de toujours les mêmes représentations, en fait, hein, d'enfermer toujours dans ces trois, dans certaines figures types. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ça, en fait. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a la migration essentielle, c'est pas que nord-sud, il y a que sud-nord, pardon. La migration intra-européenne est très importante. La migration pour les études partout dans le monde, elle est très importante. Il y a plein de formes de migration. Mais comme le dit Marie-France, à un moment, et je le redis, ce réflexe du journaliste de LCI en est la preuve flagrante, c'est que les images, la répétition des images fabrique en boucle une manière de penser les choses qui devient une manière de se représenter le monde, et c'est un problème quand c'est faux. Voilà. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est un point qui me semble très important sur la question des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des images dans nos têtes. De toute façon, nous avons tous des représentations pour gérer l'ensemble des informations qui sont autour de nous, gérer notre environnement, appréhender notre environnement. On se fait des images des choses, on simplifie un petit peu la réalité. Et le problème des stéréotypes, que ce sont des images fixes et qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, même en se confrontant à la réalité. Et un des ressorts du stéréotype qui fait que justement il est très ancré, que c'est très difficile de le déconstruire, c'est le phénomène de répétition. Et justement, c'est ça moi, que j'essaye de montrer dans mon travail, dans les images que j'ai pu analyser, c'est que c'est une tendance à répéter toujours les mêmes représentations. Donc là, on a vu l'image de la victime du délinquant qui revient de façon récurrente sur d'autres visages. Ils peuvent prendre différents visages. Et c'est le phénomène de répétition qui fait que, de façon insidieuse, ça rentre dans les esprits. C'est un petit peu comme le principe de la publicité, en fait. On entend une marque toute la journée pendant des années, et inconsciemment, dans nos têtes. Ça fait un petit peu la même chose. 2 documents pour illustrer le deuxième chapitre sur les résidents. En fait, il n'y en aura qu'un, mais on va parler de l'autre, mais il n'y en aura qu'un réellement. J'étais pas prévenu. On va parler de 2 exemples quand même. Et on va partir... Vas-y, merci Sacha.
Hassan Agraou, il est musulman, marié à une Française. Il est devenu peu à peu une figure de la région de Cambrai, où il est installé avec ses 3 enfants depuis des années. Quand j'entends, moi, au journal de 20h, qu'on nous prend un couple en exemple, n'est-ce pas? Et qu'on nous dit, c'est un musulman marié à une Française, c'est dramatique, monsieur Pujadas. Ça n'est pas un musulman marié à une Française, c'est un Français. Musulman marié à une Française qui est peut-être pas musulmane, qui est peut-être catholique. Mais le poids des mots est très très important. Dont acte, ne nous c'était ramenez une Française pas catholique. uniquement à cela. Merci pour l'attention précise. Merci au mot. beaucoup, Vous avez raison, il compte beaucoup et c'était pas très heureux. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là, c'était le 13 janvier 2015 au JT de France 2. Alors évidemment, on est dans le trash aussi, hein, c'est clair. Sauf que le trash, c'est pas nous qui le cherchons, je suis désolé. C'est les faits. On nous reproche de... On le cherche, mais on le crée pas. On le cherche, oui, c'est ça, on le détecte, mais on n'est pas là pour le créer. Et la réaction de monsieur David Pujadas aux paroles de cette femme qui parle très bien, qui explique très bien le problème du sens de ce qu'il a dit et du sous-texte de ce qu'il a dit, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, il ne s'excuse pas. Le titre de 20 minutes et que tout le monde avait repris, c'est David Pujadas s'excuse. C'est pas vrai. Il dit juste, oui, c'est une expression malheureuse, mais il le dit vraiment en fin de course et il le dit tout bas. Et en fait, non. Voilà, non. Donc on est là aussi, et vous voyez, on construit le raisonnement sur le fait de dire, voilà, il y a les stéréotypes qui s'ancrent par la répétition, qui en plus ne s'en vont pas parce que en général il n'y a jamais de démenti. Ça on l'a vu, si vous suivez un petit peu la critique des médias en général, les journalistes et les médias ne s'excusent que très très rarement, mais on peut être content parce que c'est en train de venir quand même. Parce qu'ils ont vraiment conscience qu'actuellement, il y a une défiance de toute façon qui est telle du côté de la population par rapport aux journalistes, qu'il faut impérativement réussir à inverser les choses et aller dans le bon sens. Et s'excuser, ça fait partie des choses de base, en fait. Donc, ça va venir, en fait, c'est tout le travail qu'on fait aux Indignés du PAF, et que plein d'autres associations font depuis très longtemps. C'est pousser les médias qui, pour certains, font des erreurs, qui, pour certains, appuient là où ça fait mal, mais volontairement en grossissant et sans se rendre forcément compte que, à force de répétition, je le redis, moi je me répète, mais ils ancrent des préjugés, des stéréotypes. Il faut impérativement changer ça, nuancer, voir que les migrations sont beaucoup plus larges que ça, sont de types beaucoup plus différents que ça, et voir que nous-mêmes, il faut qu'on fasse très attention aux représentations qu'on véhicule. Et le deuxième exemple, qui ne sera pas un exemple en fait, c'est juste, vous vous souvenez certainement, c'était en octobre 2013, c'était donc en fin d'année 2013, il y a eu toute cette dramatique histoire aussi autour de l'affaire Leonarda, en fait. Et le traitement médiatique de tout ce qui s'est passé autour de cette jeune Rome, où le traitement médiatique était absolument, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, c'était un traitement de chacal, en fait, mais réellement. C'est-à-dire que quand elle est allée se réfugier avec toute sa famille chez elle, que les médias faisaient le siège de la maison, allaient jusqu'à balancer des petits cailloux à la fenêtre pour que quelqu'un monte sa tête, etc., pour pouvoir avoir des images, je suis désolé. Alors là, on n'est pas dans la mise en scène, parce qu'on est dans la provocation qui cherche à avoir des images trash. Et ça, nous, on est là évidemment pour le condamner. Et ce trash-là, je le redis, c'est pas nous qui le cherchons, il est là et il est là. Une question de journaliste, pour me faire mal voir. Comment on sait que ce Français musulman est un migrant ? Est un migrant ? En l'occurrence, lui, il a l'air d'être établi et très bien là où il est. Oui, donc c'est dans notre chapitre, les migrants... Non, c'est les résidents. Les résidents, oui, résidents français, oui. C'est pour ça que moi, je pense que, effectivement, comme disait la jeune femme, les mots ont un sens et la terminologie est importante. Et je pense effectivement que je pense que c'est important d'élargir en fait la terminologie et de ne pas rester, d'essayer de se détacher un petit peu de la thématique de la terminologie de l'immigrant et de l'étranger.
parce qu'effectivement, c'est une vraie question de société, mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, elle est très centrée aussi sur la question minoritaire au sens large, c'est-à-dire sur des individus qui ont un stigmate, au sens du sociologue Erving Goffman, dans le sens une différence intrinsèque qui est construite par la société et qui constitue qui sert à justifier leur exclusion, leur stigmatisation, etc. dans la société. Et effectivement, la vraie question, en fait, c'est comment se faire reconnaître socialement, en fait. Parce que quand on reste à la question de l'étranger et de l'immigré, on reste dans la thématique de l'intégration, dans la personne qui, effectivement, doit s'insérer dans la société, retrouver les codes, etc. Il y a vraiment deux visages, deux figures de l'immigré. Il y a celui qui doit s'intégrer, apprendre les nouveaux codes, et il y a l'image de l'individu minoritaire qui est toujours considéré comme un immigré, mais qui n'est pas dans un processus d'intégration. Et c'est vrai que là, le vrai combat, entre guillemets, c'est la reconnaissance sociale, être reconnu par la société, avec sa différence, mais comme faisant partie du groupe. Donc c'est pour ça que quand on parle de la phrase de David Pujadas, on est dans cette question-là de comment reconnaître l'autre comme un individu d'une société à part entière, sans stigmatisation. Et ce qui est intéressant dans la phrase de Pujadas, c'est l'opposition effectivement entre musulmans et français. Et là, ça renvoie aussi à cette tendance au sein de la société française de ne pas accepter les identités multiples des individus, avec des injonctions à l'assimilation, à l'effacement total des différences. Et effectivement, bien entendu, qu'on peut être français et musulman, mais moi, je ne serais pas forcément pour être si méchant avec Monsieur Pujadas, dans la mesure où je pense que effectivement c'est pas forcément quelque chose qui est fait de façon consciente, etc. Et ça renvoie de façon plus globale vraiment à la formation des journalistes. Je ne dirais pas que M. Pujadas est mal formé, n'est pas bien formé, puisque c'est un excellent journaliste, il n'y a aucun problème, on est très content de le voir tous les jours à l'antenne depuis très très longtemps aux 20h. Mais vraiment, je pense que c'est des questions qui ne sont pas forcément abordées justement dans les écoles de journalisme, dans les formations, de comment mentionner les individus dont on parle, etc. Parce que moi, je pense à quelque chose que j'ai bien noté aussi dans le cadre de mes recherches, c'est qu'on se rend compte que dans beaucoup de situations, les journalistes vont mentionner l'origine d'une personne alors que ça n'apporte absolument rien à l'information. Et donc je vous montrerai quelques exemples que j'ai amenés pour vous aujourd'hui. Et ça participe à renvoyer justement une différence qui n'a pas de nécessité et à exclure indirectement la personne. Donc voilà, je pense que c'est plus des choses comme ça qu'il faudra apprendre aux journalistes pour éviter ce genre de déconvenus. Oui, il faudrait prendre le micro, s'il vous plaît. Pour revenir sur le fait de donner des indications sur l'origine d'une personne qui entraîne une certaine stigmatisation et la définit comme en dehors de la société française, je pense que souvent dans la presse, moi, ça me fait référence à quand il y a de la délinquance, on mentionne, et là, effectivement, je me dis quel est l'intérêt, et même mentionner le nom tout de suite, il y a une association d'idées. Voilà, et que ça soit pour n'importe. Alors qu'il y a des personnes qui échappent très bien quand ils ont des condamnations, leur nom n'est pas mentionné en général. Les notables, moi je vois chez moi, il y a. Parlez bien dans le micro. Pardon. J'ai pas l'habitude. J'ai quelqu'un qui a été condamné comme maraîcher parce qu'il n'avait pas déclaré des heures, tout bêtement, comme ça arrive souvent. Et donc son nom n'était pas mentionné. On mentionnait carrément pourquoi il avait été condamné, mais par contre on avait complètement omis son nom. Et donc moi j'aurais trouvé ça intéressant de savoir par contre qui était cette personne. Alors qu'au niveau de toute la petite délinquance, c'est souvent que justement c'est souvent dans les situations, dans les faits divers. Oui, voilà. Donc moi je me demandais dans quelle mesure effectivement les journalistes là devaient mentionner les noms carrément.
Enfin, au niveau de la presse, je veux dire de la presse. Parce non, que mais en fait, c'est quand ça n'apporte rien à l'information. C'est-à-dire, par exemple, on va jamais dire un boulanger d'origine bretonne a tué sa voisine, quoi. On l'entendra jamais, en fait. Alors qu'on pourrait dire une personne d'origine indienne, une personne d'origine africaine a fait ci, a fait ça. Je me rappelle très bien d'un reportage un jour sur M6 dans le courant il y a quelques années qui montrait une femme qui avait perdu ses enfants dans un incendie parce qu'elle était partie faire une course, elle avait laissé ses enfants tout seuls dans la maison, il y avait eu un incendie, ils étaient morts, donc le journaliste dit en voix off, en montrant la dame qui pleurait dans les bras d'un proche, la mère d'origine africaine est effondrée. On est là. Alors déjà on a l'image, parce qu'on voyait là que c'était effectivement une femme noire avec des tresses, on se dit elle est possiblement peut-être africaine, et on se dit à quoi ça sert. Inconsciemment c'est faire une association d'idées, oui, ils s'occupent pas bien de leurs enfants, ils les laissent comme ça tout seul, je sais pas quoi. Enfin bon, donc c'est inconscient, et je sais que dans certaines rédactions, notamment de la presse régionale, il y a quand même des questions sur doit-on mentionner, etc. Mais je pense que ça devrait vraiment être dans les chartes et que ce soit plus généralisé, même dans les formations, voilà, pour prendre conscience de... Voilà. Donc en fait, on peut nommer l'origine d'une personne si ça apporte à l'information. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'entendre des faits divers entre, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu des bandes ethniques, des rivalités dans un arrondissement dans le 19e arrondissement à Paris. Donc c'était des gitans qui étaient contre telle communauté juive. Dans ces cas-là, c'est sûr que si on ne dit pas les origines, on ne va pas comprendre l'objet de la rixe. Donc voilà, c'est... En fait, à chaque fois qu'on se dit, si on remplace maghrébin musulman par breton berrichon, on comprendra si ça marche ou pas. En fait, je pense que ça pourrait être une façon de savoir si c'est nécessaire ou pas. Madame, là-bas. Oui, vous avez parlé de la nécessité de changer la terminologie. Est-ce que vous avez remarqué le glissement sémantique, en particulier en ce qui concerne les musulmans, un terme qu'on entend et qu'on lit très souvent aujourd'hui. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a 15-20 ans, ce n'était pas un terme qu'on lisait ou qu'on entendait autant. On disait maghrébin, on disait arabe, on disait nord-africain. Est-ce que vous avez une explication sur ce glissement sémantique ? Si c'est d'abord, est-ce que vous pensez que c'est réel ? Et puis, est-ce que vous avez une explication ? Je ne pourrais pas monopoliser, mais moi je pense, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus pour qualifier une personne qui aurait des origines arabes, maghrébines. Et je pense que c'est parce qu'il y a une véritable diabolisation de l'islam en France, qui est vraiment construite dans les discours, que ce soit politique et médiatique, et donc ça participe de cela, en fait, hein, je pense. Et donc ça serait plus mon point de vue sur la question que vous avez posée. Mais c'est tout à fait réel. C'est de bouc émissaire. Et autre chose, ouais, pardon, une idée qui me revient, c'est qu'on a tendance effectivement à associer vraiment... à associer les personnes arabes ou maghrébines automatiquement à l'état de musulmans, alors qu'il y a beaucoup de peuples africains, de populations africaines qui sont musulmanes, et là on va utiliser d'autres terminologies en fait. Hein. Mais c'est vraiment pour, je pense, ça participe à un sentiment de diabolisation et de représentation très négative de l'islam. Et une question, juste moi je vais poser une question rapidement, je vais repasser le micro après. En dehors de l'exemple là qu'on a pu voir, est-ce que toi, dans le cadre de tes études, tu as pu observer que quand il était question d'une personne plutôt installée et résident, on observait les mêmes choses? Est-ce qu'on observe des fois une mise en scène misérabiliste aussi, ou pas? Pour élargir un petit peu du seul exemple qu'on a pu prendre, qu'est-ce que tu as pu noter de particulier par rapport à la manière de présenter ou de mettre en scène Moi, ce que je noterais, c'est que, pour parler de façon un petit peu, pas grossière, mais de langage un petit peu oral, c'est qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier, quoi. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a une visibilité, un stigmate, quelque chose qui renvoie à l'image de l'autre, de l'étranger, il est étiqueté comme tel.
quel que soit son statut juridique, je veux dire. Hein. Donc, quel que soit le temps qu'il a passé en France. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est une image globalisée comme ça de celui qui est différent, en fait. Hein. Donc, sans distinction très précise entre l'étranger, etc. Et donc, par contre, il y a des évolutions. Il y a des évolutions dans le sens où on commence à avoir une société de plus en plus montrée dans les représentations même de la publicité, par exemple, si on parle des médias au sens large, où on va avoir une représentation d'une société plus multiculturelle, mélangée dans certaines publicités. Voilà. Donc, on arrive à ça, mais il y a quand même une tendance à mettre le groupe de ceux qui ne sont pas comme les autres, en fait. Hein. C'est ce que je pourrais en dire. Monsieur, puis madame, après. Oui, j'avais peut-être un questionnement plus qu'une vraie question. Alors, on parlait des raccourcis, etc., enfin, de la mise dans le sac des personnes qui doivent être étrangères ou stigmatisées parce qu'elles peuvent paraître différentes, etc., ou venir d'ailleurs. Pour moi, il y a la vraie question, notamment du média, du métier, qui est de transmettre une information, de se dire comment on arrive du stade à je veux transmettre une information à je diabolise quelqu'un. Je diabolise une culture, je diabolise une communauté. Voilà, comment on arrive à passer d'un saut qui serait juste je transmets une information. Alors des fois c'est l'erreur, comme on a pu le voir dans l'extrait, c'est une erreur d'information. Voilà, j'ai vu une scène, je l'ai mal comprise. Mais il y a vraiment dans d'autres situations où on est face à une vraie force de diabolisation, dire c'est pas j'ai besoin, c'est je diabolise, alors peut-être inconsciemment, mais je le fais. Alors pourquoi ça existe? Enfin, je me questionne plus que j'ai une vraie question là-dessus. Mais alors, je crois qu'il y a un principe fondamental dans l'information, dans les médias d'information, c'est-à-dire que l'information, l'actualité, c'est souvent, la plupart du temps, un accident de la vie. C'est un accident de la journée, en fait. Et c'est pas par sensationnalisme ou autre, c'est parce que qu'est-ce qu'être informé au quotidien, par exemple dans sa ville ou dans sa région, c'est savoir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est sous-entendu indirectement, un peu inconsciemment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui n'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que dans un journal, on parle rarement de ce qui est normal. Parce que si c'est normal, pourquoi est-ce qu'on en parlerait? Enfin, là, je tiens le raisonnement logique, en fait. Mais dans la réalité, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que les médias s'intéressent qu'aux mauvaises nouvelles. Parce que dans la réalité, informer, c'est parler d'une aspérité de la journée. En fait, de quelque chose qui ne s'est pas passé d'une manière normale, en fait. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est un constat de base. C'est un constat hyper important. C'est que donc on s'intéresse qu'aux aspérités. Le principe des journaux est de parler de l'actualité et donc de ce qui est venu surprendre la journée, en fait. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on cherche tout ce qui est différent, au fond. Et quand on n'a pas de matière factuelle à se mettre de ce qui est différent, on va chercher autre chose qui s'appuie sur un critère qui fait qu'il y a une différence. Je pense, et c'est une vraie logique, en fait. C'est-à-dire que le journaliste, il ne va pas aller chercher par réflexe Monsieur Tout-le-Monde. Ben, si, parfois, parce que de toute façon, à un moment, il faut bien le faire, parce qu'à un moment, parler de Monsieur Tout-le-Monde, ça devient tellement rare qu'on va en parler parce qu'on n'en parle plus du tout. Mais vous voyez la logique. La logique, elle est de dire, primo, l'actualité, c'est des accidents de la journée, la plupart du temps. Secundo, donc à partir de ce moment-là, on cherche des différences. Et tertio, quand on n'a pas de différence à se mettre sous la main, de différence de faits dans la journée d'aspérité, ben on va chercher des gens qui sont différents. Et du coup, le critère de la couleur de peau, notamment, très clairement, c'est un critère de différence, en fait. Et à partir de ce moment-là, on est dans des mécaniques. Et si en plus, on peut mettre un petit peu d'émotion et de sentiment, ben c'est pas plus mal, en fait. Parce que du coup, le journalisme, donc, et je le redis, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, mais je vais développer tout de suite pourquoi, par erreur, part du principe que c'est le sensationnel qui attire. C'est à la fois par erreur et en même temps c'est vrai et faux. C'est-à-dire que si on regarde sur une échelle de 5 ans, par exemple, dans la presse écrite,
en particulier, sur les sites internet, parce que maintenant de toute façon le transmédia est là, si on regarde sur une échelle de 5 ans, sur les sites d'information, les articles les plus lus sont les articles de fond. Vraiment. Sur l'échelle de la durée, en fait. Mais sur l'échelle d'un accident du quotidien, oui, ce qui va buzzer, c'est quelque chose qui sera du sentiment, quelque chose qui sera de l'événement, quelque chose de trash, voilà. Mais sur la durée, c'est pas ce qui va rester. Et donc, par rapport à tout ce système de diabolisation, par rapport à tout ce système d'attachement à la différence, de mise en avant de la différence, je pense que fondamentalement, on touche au métier de journaliste, qui est donc d'informer, et d'informer, c'est surtout d'informer sur ce qui s'est passé aujourd'hui qui est différent. Sauf que, à un moment, dans un journal, la déontologie devrait réellement pousser les médias à parler aussi de ce qui est normal, en fait, parce que c'est aussi ça, l'actualité. Oui, mais là, tu sais, les Indiens du PAF, nous, on est à fond là-dessus. On est à fond là-dessus. Et vraiment. Et on se bat. Enfin, tout ce raisonnement-là, objectivement, personnellement, j'ai mis du temps à vraiment le toucher du doigt. Mais c'est en voyant ça, je dis, mais... Parce que les journalistes ne sont pas des personnes mauvaises. Enfin, voilà, c'est des personnes comme nous, tous. N'est-ce pas, Michel? N'est-ce pas? Il n'y a pas de méchants journalistes plus que de méchantes personnes. Enfin, simplement, c'est une mécanique qui fait qu'à un moment, on ne se rend pas compte de ce vers quoi on entraîne la société. Voilà. Ouais, pardon. Non, moi c'était juste pour dire que effectivement, je pense que la mission du journaliste dans une société, c'est d'être un porte-voix, c'est-à-dire qu'il va nous informer sur des choses auxquelles on n'a pas accès. C'est-à-dire, moi, demain matin, si je veux savoir ce qui se passe en Irak, je ne vais pas prendre un avion, aller voir ce qui se passe. Il y a un journaliste qui est là pour expliquer. Donc, il est là pour retransmettre des informations, être le porte-voix. Il est là pour créer le débat dans une société. Il est le garant de la démocratie pour que les différentes opinions puissent s'exprimer. Et donc, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Philippe, mais je voulais juste rajouter que je pense que le fait de montrer des choses qui ne se sont pas passées de manière normale, je pense que c'est plutôt le cas des faits divers, en fait. C'est plutôt le fait divers qui est là pour montrer des choses un petit peu particulières, etc. Et que justement, un des travers de l'information actuellement, c'est de faire que tout devient fait divers. Alors qu'il y a d'autres types de rubriques, que ce soit dans de la presse écrite ou dans de la presse audiovisuelle, qui ne sont pas de l'ordre du fait divers. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des ouvertures de journaux, on parle « il a neigé ce matin, il fait très très chaud », parce qu'on arrive à parler que de faits divers. Alors que ce n'est pas que ça, l'information, c'est un des aspects de l'information. Parce qu'après, bien entendu, il y a les informations politiques, il y a l'information internationale, etc. Donc il y a plein d'informations qui sont thématisées et on est dans le travers du fait divers parce qu'on cherche le sensationnalisme. Et effectivement, pour sortir du sensationnalisme, il faut juste bien faire son travail, en fait, tout simplement. C'est-à-dire croiser l'information, avoir un temps d'investigation, essayer de comprendre, d'observer, et ne pas vouloir que les gens rentrent dans des rôles préétablis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un journaliste, par exemple, va faire une enquête, il ne doit pas se dire, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les salles de rédaction, ok, alors on va faire un sujet là-dessus, alors j'ai besoin du délinquant, de la personne qui serait comme ci, et en fait on cherche juste des acteurs qui doivent rentrer dans les rôles. Alors qu'en fait, le travail du journaliste, c'est de partir du terrain et puis de s'adapter à ce qu'il voit. Donc c'est ça le problème. Et je crois que le sensationnalisme, donc c'est intéressant ce que disait Philippe sur le fait qu'on cherche la différence. Donc ceux qui incarnent la différence, ça va être l'immigré, l'étranger, la minorité ou autre. L'autre avec un grand A, celui qui est différent d'une majorité dominante. Mais finalement, ce problème de la caricature et du sensationnalisme, il ne touche pas que la question des immigrés, des étrangers. Il touche plein d'autres sujets où on caricature, et surtout dans le média télé, qui est un média extrêmement où le temps de l'information est extrêmement court. Voilà, c'est des formats. On va raconter l'histoire de la crise financière. T'as 1 minute 30, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut être très synthétique. Donc du coup, on va rentrer dans des choses
percutante, etc. Donc il y a plus de temps pour le discours, l'information, l'enquête, par exemple, dans la presse écrite, où là, on va avoir des choses plus fouillées, et dans la radio, bien entendu, aussi. Donc on va juste prendre une dernière question, et ensuite on passera au troisième axe, quitte à, enfin, si d'autres personnes ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les garder, parce qu'on a réservé vraiment un temps d'échange après et de débat. Mais qui s'amoindrit. Mais qui s'amoindrit, oui. Donc c'est pour ça qu'on prend une dernière question, et on passe au troisième axe. Merci. Je vous trouve très gentil, en fait. Et je trouve ça scandaleux. Alors moi, ça me conforte juste dans le fait que j'ai pas de télé depuis 15 ans et que ça me va et que je vais à la recherche de l'information. Vous parlez de métier, de déontologie, mais je pense qu'il y a aussi une part de travail que l'individu doit faire et aller à la recherche de l'information, recouper l'information et pas se satisfaire en fait de ce qu'il peut voir à l'image ou lire. Parce que je remets aussi en question la neutralité des journalistes qui travaillent pour des grosses chaînes. Et je veux dire qu'après, c'est encore la question de sortir de l'information, de l'instantané, pour avoir une vision globale, macro de ce qu'on nous présente, et de ne pas se satisfaire voilà, de ce qu'on voit à l'image ou de ce qu'on peut lire, et vraiment d'aller à la source. Parce que contrairement à aujourd'hui la viande, où on est obligé d'étiqueter voilà, la provenance de la viande, on n'a pas ça pour les médias, on n'a pas ça pour l'info, et ce serait peut-être bon de revenir aussi sur cette question de déontologie. Ouais, c'est vrai, c'est une réflexion intéressante. Je pense aussi que tout individu a la responsabilité d'aller au-delà de l'information sensationnelle, etc. Donc effectivement, il y a la solution d'utiliser plusieurs supports d'information, parce que c'est vrai que si on ne s'informe que par la télévision, par exemple, on ne sera pas bien informé. Mais si on choisit une certaine presse d'investigation, on sera beaucoup plus informé. Si on lit la presse tous les jours, on sera plus informé. Si on écoute la radio, voilà, donc croiser les supports d'information. Et après, il y a quand même le média aussi Internet, qui est un média qui permet aussi d'avoir un autre regard sur l'information, avec toute l'émergence du journalisme citoyen, voilà, des personnes qui apportent un autre regard, qui fait qu'on arrive à être informé. Mais après, il faut savoir aussi que tout le monde n'a pas forcément accès facilement à l'information, soit pour des raisons culturelles ou pour des raisons économiques. Déjà, si on prend à l'échelle planétaire, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément accès à Internet, etc. Donc, c'est pas facile d'aller vers l'information non plus. Voilà, donc après, chaque individu a aussi ses ressources pour aller vers l'information. Donc c'est pas voilà. Donc, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut être un citoyen responsable, avec une conscience politique, un esprit critique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, j'étais il y a 15 jours, je vous le dis, j'étais il y a 15 jours à Paris au Sénat, on était reçus, les indignés du PAF, on était reçus par la commission culture du Sénat, qui s'occupe de tout ce qui est médias. Et ce qui s'est passé dans la commission culture du Sénat, là, il y a 15 jours à Paris, ça m'a laissé absolument éberlué que des personnalités politiques puissent tenir le discours de ce que je vais vous dire là tout de suite. On parlait de tout ça avec une certaine révolte, mais un peu contenue, parce que dans ces univers-là, il faut quand même qu'on fasse attention. Déjà, on a de la chance d'être reçu quand même au Sénat à la présidence de la commission culture. Alors attention à ce que vous dites. Et attention, parce qu'en plus, je notais pas. Et d'abord, la présidente de la commission culture commence par nous mentir, mais ça c'est assez compliqué sur un fait. On était là pour parler déontologie. Elle commence par nous mentir. Et après, ils nous disent, oui, mais vous vous rendez bien compte que on ne va quand même pas forcer un média, un actionnaire d'un média, à parler de choses qui le dérangent. Voyons. Mais de quel droit est-ce qu'on ferait ça? Vous vous rendez C'est la liberté. C'est la liberté de la presse. Et on leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte des conséquences que ça a? Et on a parlé derrière de l'exemple d'un journaliste qui aujourd'hui vit à Nantes, qui s'est fait virer d'un hebdomadaire guyanais parce qu'il avait révélé une histoire de mine d'or et tout, etc., d'un faux contrat et tout. Et il s'est fait virer. Parce qu'en fait, la personne qui avait signé le contrat, c'était le pote de son actionnaire, et que du coup, on lui a dit, mais non, ton sujet, il ne faut surtout pas le faire. Il l'a fait paraître quand même, parce qu'il était rédacteur en chef, et il s'est fait virer. Et alors on leur dit ça au Sénat, ils nous disent, mais voyons, on ne peut pas forcer les gens à publier des choses qui ne les intéressent pas, enfin qui les dérangent. J'étais outré
mais outrés réellement. Et on va faire en sorte que ça se sache, même si c'est fait. Ça commence. Même si ça fait 3 ans que les indignés du PAF existent, et je peux vous dire que des baffes, on s'en prend tous les jours, et qu'à un moment, on n'en peut plus. Voilà. Et cette baffe-là, il y a 15 jours, franchement, par rapport à ce que tu disais, Jennifer, cette révolte-là, il faut la voir, mais il faut réussir maintenant à proposer autre chose, aller vers ailleurs. Je sais que tu t'occupes de Feta TV, entre parenthèses. Je dis pas, je sais pas pour ça que tu l'as dit, je sais bien aussi. Mais il y a tout un travail qui doit être fait par les médias militants, les médias de quartier. Quand je dis militants de la qualité de l'information, on n'est pas là pour défendre des idéologies, on est là pour défendre la qualité de l'information, la déontologie. On est là pour faire en sorte que les représentations du monde données par les médias correspondent le plus possible à la réalité. Et c'est bien pour ça qu'on fait cet atelier. Ok, alors on passe maintenant à l'axe 3 pour déstresser Michel qui se dit que le temps tourne. Oui, non, mais surtout que je bouillonnais aussi, mais je peux pas être jugé parti là. Mais j'avais envie de réagir j'avais envie de défendre un peu la profession. Tu peux, Michel. Mais moi, je pense aussi que ce serait intéressant. Parce que c'est assez curieux. Je voulais demander, est-ce qu'il y a un journaliste dans la salle? Au moins un. Histoire d'avoir un soutien pour Michel. Voilà. Non, parce que sinon, je vais redonner la parole. Je suis journaliste. Et donc, j'ai l'impression d'être dans le cas du migrant, de me sentir un peu stigmatisé, alors que je suis journaliste, je fais mon boulot dans une radio qui s'appelle Alternante FM. Je n'ai pas suivi une école de journalisme, mais ça me vient pas à l'idée de dire monsieur machin, congolais ou autre. Ça me vient pas naturellement. Je ne sais pas qu'on me sanctifie non plus. Hein. Ce soir. Oui, voilà. On a voulu te censurer. On a voulu me censurer. Ces médias, ils existent. Moi, je n'arrête pas de rencontrer des gens qui disent « Ah, c'est bien ce que vous faites ». Ah, c'est bien si, que sur les autres, les dominants, machin, etc. Sauf que nous, on vit avec 3 francs 6 sous, on essaye et on n'y arrive pas. Pourquoi on est tous critiques d'un système? Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu complice? Est-ce que, d'une certaine manière, là, on n'est pas en train de se dire « Ah oui, machin, il n'est pas bien et autres ». Moi, je connais plein de confrères qui travaillent dans des médias dits dominants. Ils ont une déontologie, ils font leur boulot, très bien. Et puis après, ils ont une hiérarchie, et puis après, ils sont dans un système, et puis après. Pourquoi Non, mais quand ça rejoint un peu ce dont parlait aussi Jennifer, de la responsabilité aussi, peut-être des individus et des citoyens. Peut-être qu'effectivement, si certains médias fonctionnent plus que d'autres, c'est aussi parce qu'ils correspondent à ce que les gens attendent en termes d'information. Je disais en plaisantant tout à l'heure, puisque c'est une soirée qui est aussi tweetée, j'ai dit, est-ce que ce soir, il faut qu'on raconte une grosse bêtise pour faire du buzz? Alors, Philippe m'a dit... Ça buse, Pauline. Ouais, ce serait intéressant, ouais. Mais alors, je dis, est-ce qu'on va faire du buzz? Est-ce que je vais raconter une grosse bêtise? On dira, tiens, le mec d'Alternante, il a clashé, ça va être super bien. Faut qu'on parle enfin de nous, quoi. Alors, Philippe m'a dit, non, le fais pas. Bon, Non, mais moi je pense que quand vous dites on n'y arrive pas, vous existez déjà, et je pense qu'il y a d'autres types de discours qui sont véhiculés par les médias alternatifs, les médias indépendants, et même à plus grosse échelle, il y a quand même aussi toute une presse qui arrive à garder une certaine indépendance, qui révèle des affaires. Je pense, je sais pas, à un site comme Mediapart, Rue 89, Le Canard enchaîné, qui arrive aussi à avoir un autre regard sur l'information. Donc effectivement, ça reste minoritaire, mais ils ont quand même un certain impact dans l'espace médiatique. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas d'impact, mais quand je dis qu'on n'y arrive pas, c'est que on progresse pas en audience. Oui, voilà. Mais vous avez le mérite d'exister et vous êtes une autre parole. Et on résiste, oui. Et vous êtes une autre parole. Mais en fait, c'est aussi parce que justement, les médias dominants font tout pour qu'on parle pas de vous, ou en tout cas, pas des fois. Je veux dire, je sais. Nous, par rapport donc aux indignés du PAF, je sais que de toute façon, dans les rédactions, pendant un moment, quand on a commencé à marcher très très bien, ils avaient pour consigne de ne pas parler de nous. Et donc, alors je dis ça pourquoi du coup, effectivement, des médias qui
font un travail différent. Toi aussi, et en fait, le système, à un moment, fait en sorte qu'il se protège lui-même. C'est exactement ce qu'il nous a dit aussi là. Le système se protège lui-même. Mais c'est à nous, effectivement, fondamentalement. Et merci à vous tous d'être là, parce que vous êtes quand même un certain nombre. C'est très agréable, parce qu'on ne sait pas exactement. Déjà, la dernière fois, vous étiez très nombreux là, vous êtes quand même aussi nombreux, c'est bien, merci beaucoup. Vous êtes là, vous vous intéressez à la question. C'est à nous tous ensemble, aujourd'hui, en tant que citoyens, de poser la qualité d'information comme étant un critère essentiel des médias et de nous tourner vers les médias qui font ce travail-là. Et c'est un travail de fourmi, mais qu'il faut faire. Ouais, moi, je pense aussi que le média Internet permet aussi de contrebalancer en fait, les gros médias de pouvoir et qu'il y a une possibilité pour les individus citoyens ou les médias alternatifs d'exister par Internet et d'avoir aussi sa visibilité dans l'espace public. Donc c'est aussi une grande évolution, ça. Bon, on fait une parenthèse, puis vous me réinviterez un jour. Donc on va passer au troisième axe. Je présente juste rapidement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le troisième axe concerne justement les descendants d'immigrés. Et on va revenir 30 ans en arrière dans un événement largement commenté. Dans un événement largement commenté pour son anniversaire, pour son 30e anniversaire, mais dont on a assez peu parlé pendant qu'il se déroulait, jusqu'à la fin, au final, voilà, quand tout a commencé à aller mieux, ou moins bien. Donc c'est 14 minutes 55. C'est à partir de ce moment-là que la marche pour l'égalité et contre le racisme sort de l'anonymat et commence à susciter la curiosité des journalistes. Le 3 décembre, l'arrivée à Paris de la marche des beurs est célébrée comme le sursaut tant attendu. Elle fait l'ouverture du 20h de TF1 et d'Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Finale en forme d'apothéose cet après-midi de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un final que personne n'aurait osé imaginer le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour. 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse mobilisés contre le racisme. Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. On n'a vraiment pas oublié le sens de la fête chez les jeunes immigrés. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. Voilà, alors peut-être qu'on peut demander déjà, alors est-ce qu'on interroge le public, Michel? Bon, on est parti, parce que de toute façon, on n'aura pas l'heure pour le débat après. Voilà, donc on s'adapte. On va tout mélanger, on s'adapte. Donc est-ce que quelqu'un déjà dans le public souhaite réagir par rapport à ce court extrait, faire une remarque par rapport à ce qu'on a vu? Ou est-ce qu'on laisse d'abord Philippe et Marie-France commenter cet extrait? Quelqu'un veut prendre la parole? J'ai remarqué la terminologie de jeunes immigrés et puis jeunes maghrébins, donc ça orientait un petit peu, ça a orienté déjà un petit peu la manifestation par rapport à la population qui la composait. Et donc jeunes immigrés, si effectivement on est dans la problématique descendant, effectivement c'est plus des jeunes immigrés, c'est des Français. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Je suis tout à fait d'accord avec madame. C'est aussi la chose que j'ai relevée, c'est de cette opposition entre Français et jeunes immigrés. Donc on retrouve. Donc pendant très très longtemps, on a parlé, et ça continue encore, mais ça commence déjà à s'édulcorer, d'immigrés de la deuxième génération, de la troisième génération. C'est-à-dire qu'on attribue un statut de migrant à des individus natifs qui n'ont pas migré,
qui ne sont allés nulle part. Donc ça, c'est assez incroyable et ça montre qu'on reste dans une représentation du français qui a une visibilité comme éternel étranger, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de sa condition, on lui attribue une qualité d'étranger intrinsèque, indélébile. Donc ça, c'est vraiment effectivement la chose qui est intéressante. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que cette marche qui s'appelait originellement la marche pour l'égalité et contre le racisme, et là on l'a entendu de la part de journalistes, a été qualifiée justement par le journaliste de la marche des beurs, alors que ce n'était pas du tout le nom originel. Donc effectivement, c'est assez intéressant d'enlever cette notion d'égalité et de racisme qui était quand même importante pour la bonne compréhension. Et ce que je trouve intéressant aussi à relever, c'est le petit commentaire de la journaliste qui dit qu'ils ont toujours le sens de la fête. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc effectivement, ça renvoie à cette image un petit peu de l'autre qui ça enlève le côté sérieux et cette image un petit peu exotique, l'image du bouffon en fait. Hein. Donc ça c'est très très intéressant à noter. Et donc ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec cette marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est de voir que justement là on est dans la vraie question de l'individu minoritaire qui demande sa reconnaissance sociale. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est on est vraiment dans une progression dans le statut de ces personnes. C'est-à-dire qu'on sort justement de l'image, c'est pour ça que c'est vraiment symboliquement très fort, on sort vraiment de l'image de l'immigré qui courbe l'échine et qui ne veut pas trop avoir de problème avec la police, qui ne se fait pas remarquer, ok, on marche... On bafoue ses droits, mais c'est pas grave, faut pas déranger. Et là, c'est très intéressant parce que justement, c'est les enfants qui sont natifs qui recherchent la visibilité sociale par cette marche pour dire nous existons, nous sommes là, nous ne sommes pas à l'extérieur de la société, nous faisons partie de la société. Et effectivement, nous sommes français. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais effectivement, c'est un événement qui a un peu partie des pages d'histoire, et donc c'est quand même intéressant, oui, qu'il y ait eu des documentaires pour fêter l'anniversaire de cette marche, mais on n'en parle pas assez, je pense. On devrait en parler dans les cours, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites sur la marche de Martin Luther King, c'est génial, on en parle. C'est vrai que c'est génial en même temps. Mais ça serait intéressant aussi que ça fasse partie de notre histoire, que ça fait partie aussi de l'histoire française, et on ne développe pas assez, je pense, ce point qui est très, très intéressant. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose avant de laisser la parole. C'est qu'en plus, le journaliste dit à un moment que c'est 34 immigrés qui font... 32 immigrés qui font la marche. Alors c'était beaucoup plus, il me semble, non? Non, c'était... au départ, ils étaient... Enfin, 32, c'est plus ou moins le nombre auquel on est arrivé des marcheurs permanents qui se sont ajoutés au fur et à mesure de la marche, qu'ils étaient même 17 au départ. Mais donc, il en fait quelque chose... Alors, bon, déjà, il dit immigrés, alors qu'on s'est rendu compte que c'était des natifs et des Français d'origine immigrée. Et en plus, le fait est que ce n'était pas essentiellement des jeunes d'origine immigrée, qu'il y avait également des Français d'origine française qui étaient dans cette marche et qui ne sont même pas mentionnés. Si, justement, il a dit des... Ah oui, alors non, après, il en parle pour le rassemblement à Paris. Ah, d'accord. Mais pas ouais. dans le cadre de l'initiative même de la marche. Absolument. Du coup, je ne sais pas si ma remarque va encore être intéressante, mais c'était juste que je comprends que ce soit important au niveau historique, mais cette vidéo, elle est quand même un peu vieille, et je pense pas que, enfin, j'espère pas du moins, que, par exemple, quand on ait reparlé de l'anniversaire de la marche, parce qu'il y a quand même eu des médias qui en ont un peu parlé, je suis pas sûre, et j'espère vraiment pas, qu'ils aient fait cette même représentation. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une vidéo un peu plus récente, entre guillemets, qui montre comment ce sujet a été traité? Alors, non mais t'as complètement raison, Pauline. Et alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette vidéo-là? En fait, c'est aussi un clin d'œil à quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui est Édouard Moussafif, qui a fait ce film, qui aurait dû être là mais qui finalement n'a pas pu. Et donc le film s'appelle La Saga des immigrés, donc dans les années 1990-1990, et c'est un très très beau documentaire en fait.
Donc c'est un clin d'œil à lui, objectivement. Mais en même temps, c'est pas qu'un clin d'œil. C'est-à-dire que comme vous l'avez relevé à plusieurs d'entre vous, à l'intérieur du reportage et des commentaires du reportage, il y avait des choses très intéressantes qui étaient dites, même si, effectivement, elle date il y a très longtemps, puisque c'était en 1981. 83, pardon, 83, excusez-moi. Donc effectivement, ça fait très longtemps. Et les choses ont très clairement évolué. Mais c'est important d'avoir quand même ces images-là en tête, parce que on n'est pas loin parfois de faire marche arrière quand même. Et parce que c'est resté dans l'histoire comme marche des beurs. Et que même si on a commémoré cet événement l'année dernière et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on a beaucoup de journaux continuent à en parler comme de la marche des beurs, plutôt que comme la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et que, comme le soulignait Marie-France précédemment, beaucoup de gens se sont dit que ce serait important que ça intègre les manuels scolaires, mais qu'à ce jour, il n'y a pas eu de grande décision de prise de ce point de vue-là pour vraiment retravailler ce fait historique comme appartenant à l'histoire militante française, quoi. C'est un fait historique, politique, militant majeur de l'histoire de France qui, en fait, réellement pose les éléments de la France d'aujourd'hui. En fait, la France, elle est métissée. La France, elle est faite de plein de gens différents, qui ont des manières de penser différentes, qui ont des manières d'être différentes, qui ont des origines différentes. Enfin, la France, aujourd'hui, en 2015, elle est faite de toute cette richesse-là. Et il faut réellement la mettre en avant. Et cette marche était un vrai fait politique majeur qui réunissait et qui a réussi d'une manière magnifique, en fait, aller jusqu'au bout, jusqu'à Paris, avec 100 000 personnes à la fin, avec quelque chose de colossal. Mais en fait, on n'en parle pas assez. Donc du coup, on s'est dit que c'était pas mal d'en parler quand même, d'en reparler. Il y a une question juste là. Pas une question, pour aller dans votre sens. C'est aussi, pour moi, c'est aussi le repère des personnes qui repartaient plus, elles restaient. Et c'était vraiment pour le montrer, elles n'allaient pas, elles ne voyageaient pas pour repartir dans un pays étranger. Elles restaient ici, et puis c'est vraiment un point de départ de ça, de dire voilà, on est là, et ça a vraiment marqué, c'était un repère comme ça, dans ce sens. On est là, et on est là ensemble, en fait. Et alors... La fin du mythe du retour, peut-être que tu peux en parler un peu plus. Absolument, et puis le message, c'est on existe en fait. C'est-à-dire qu'on est là, mais on existe. Parce que des fois, on peut être là, mais ne pas exister. C'est le problème. Et effectivement, c'est vraiment s'imposer dans l'espace public pour se rendre visible et dire nous existons et nous sommes là. L'idée m'échappe, je voulais dire quelque chose, oui. Je voulais dire, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas du tout quelle heure il est ni quoi que ce soit, mais je voulais montrer justement un document que j'avais apporté sur ma clé, sur la façon dont on peut enseigner l'histoire dans les manuels scolaires. C'est le dernier fichier. Le livre d'histoire, ouais. En fait, ça date de 2005. Excusez-moi, je vais peut-être me lever, pas pour jouer les stars, mais c'est parce qu'il faudrait... Alors, ça date Histoire Géo 2005, Nathan, sur le poids de l'histoire. En fait, c'était de la géographie, donc il parle de la traite négrière, de la colonisation, etc., pour parler de la situation du continent africain aujourd'hui. Donc, ils reviennent un petit peu en parlant d'histoire, mais c'est tout en bas, en fait, si vous pouviez descendre, Sacha, c'est ça ? Plus bas, voilà, encore plus bas, ouais, c'est plus bas. Voilà, ça s'arrête là. J'aime beaucoup ce petit encart, donc pour des élèves de 5e, on est d'accord, hein. Ça s'appelle les effets positifs et négatifs de la colonisation. Donc, et si vous pouvez remonter, donc on voit bien que c'est Nathan, c'est un auteur Nathan 2005 qui a écrit ça. Donc les effets économiques et sociaux de la colonisation ne sont pas discutables. La politique de santé mise en place à partir de 1920 a permis partout une diminution de la mortalité, ainsi que la population de l'Afrique est passée de 155 millions, blablabla. De la même façon, le développement de l'enseignement assuré par l'État et l'apparition après 1945 d'universités dans la plupart des colonies a permis la diffusion en Afrique d'un savoir moderne, bien que réservé à une minorité. La colonisation a transformé les économies d'Afrique en développant les cultures d'exportation. La mise en valeur des richesses minières a elle aussi permis le développement économique des colonies. Cependant, donc c'est un petit paragraphe, la colonisation a été créatrice, il est vrai, d'inégalités. Les régions intérieures comme le Sahel ont été négligées au profit des régions côtières qui ont reçu la plus grande partie des équipements de santé, d'éducation et de transport. No comment. C'est justement un petit commentaire, Marie-France, parce que Pauline,
intéressant. Ah, c'est intéressant. Ah, bah, voilà. Et donc, c'est bien parce que c'est vrai que ça n'a pas perverti votre esprit, manifestement. Mais c'est vraiment intéressant, si vous voulez réagir. Est-ce que tout le monde a entendu attendez, parce que là, Pauline a dit, il y a madame à l'étage qui avait demandé la parole. On va essayer de prendre dans l'ordre des juste, est-ce que demandes. tout le monde a entendu la remarque de Pauline, ou comme elle a parlé sans micro, elle disait simplement du coup que c'était exactement le sujet de brevet qu'elle-même avait eu quand elle avait passé son brevet. Elle a passé son brevet sur ce sujet-là. Madame. Ouais, alors, je vais faire un petit retour en arrière avant que vous ayez ouvert ce fichier-là. Et par rapport au dernier documentaire sur la marche des beurs, parce que à la fois vous avez dit que quand on parlait des enfants de personnes immigrées, elles étaient françaises, et en même temps, monsieur, vous avez dit qu'il y avait une grande diversité, que les Français pouvaient se sentir très différents. Moi, je me suis demandé si là, il n'y avait pas une question en lien avec la terminologie, parce que c'est pas parce qu'on est né en France de parents étrangers qu'on se sent forcément français. Et peut-être aussi que dire enfant d'immigrés, ou de première ou deuxième génération, c'est aussi parler d'un ressenti et d'un vécu. C'est-à-dire que les gens peuvent se sentir en décalage par rapport à des Français de souche depuis plusieurs générations qui sont jamais sortis de leur village ou de leur petit coin, et qu'il y a des chocs culturels qui se font. Mais c'est parfois pire quand on vient de l'immigration européenne, parce qu'on est des blanches et des blancs, entre guillemets, si je peux dire, ou si on peut parler de métis, hein, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais c'est comment aussi on n'a pas forcément les mots pour dire les choses. Moi, je me demande s'il n'y a pas de ça non plus, parce que le choc culturel, il ne se réduit pas en une seule génération, à mon sens. Non, mais il est vrai qu'il y a des gens, effectivement, qui... Alors, moi, je pense que c'est... Effectivement, il faut se poser la question un individu qui est né dans la société française et qui, après plusieurs années, ne se sent pas français. Je pense que la société, elle doit vraiment se poser des questions. Parce qu'effectivement, on peut avoir on a des appartenances multiculturelles multiples, on peut avoir... une double culture, etc. Mais c'est dangereux justement pour notre société qu'une partie de la population qui est née en France, qui a été à l'école française et qui a été éduquée, ne se sente pas française. Je pense qu'on a justement un petit problème et que, comme je disais cet après-midi en discutant avec Élise et Michel, je pense que l'intégration, elle se fait dans les deux sens en fait. Ça ne va pas que dans un seul sens. Et que, effectivement, une personne qui migre dans une société d'accueil, elle peut effectivement garder son identité culturelle. Et c'est même pas qu'elle peut, c'est qu'elle peut pas faire autrement. c'est une partie d'elle-même. Donc, après, effectivement, elle va s'intégrer au sein de la société, économiquement, elle va apprendre les codes, etc. Mais indéniablement, elle va devenir française. C'est un processus indéniable, si vous voulez. Et si un certain nombre de personnes, justement, ne se sentent pas françaises, c'est parce que la société ne les prend pas comme telles et leur construit une image d'étranger. Donc, après, effectivement, la terminologie, qui l'a créé, la terminologie, ça va être effectivement le politique, ça va être le journaliste. Et c'est quand même assez symptomatique qu'en 1983, qu'un journaliste puisse dire un jeune immigré, alors que la personne n'a pas migré. C'est quand même étrange de répéter constamment ce type de terminologie, parce qu'après c'est intériorisé de la part des populations elles-mêmes qui, du coup, vont se voir étrangères, alors que forcément, des fois, elles ne le sont pas. Mais moi déjà, je suis témoin de voir comment des personnes qui arrivent dans certains lieux, qui sont ou qui viennent de la ville ou qui viennent d'une autre région, comment elles ont parfois du mal dans certains milieux à se faire intégrer, notamment professionnels, à être intégrées. Donc quelqu'un qui, la distance culturelle est encore plus importante avec quelqu'un d'origine étrangère, et ça c'est une réalité. Moi je trouve qu'il existe encore, alors peut-être moins sur une ville comme Nantes parce qu'il y a du brassage, c'est cosmopolite et autres, mais je suis pas, je sais pas, mais bon en tout cas. Mais je pense qu'en fait, effectivement, il y a toujours des personnes qui. C'est déjà en interne dans le pays déjà avec des personnes. Il y a dans l'immigration. Si on peut parler dans les déplacements intérieurs.
Je confirme que j'ai travaillé à Bordeaux pendant un certain temps et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis senti très très mal là-bas. Et je dis ça juste comme ça. Non, juste Philippe, ce que je propose, vu le temps, c'est très court parce que sinon on va oublier nos deux amis et on a encore un son en réaction. Et je vous remercie d'avoir ramené ça. À l'époque, je travaillais pour une ONG donc à l'étranger, et il faut savoir que ça et l'oppositionnement de la France a fait fermer beaucoup d'écoles françaises à l'étranger, notamment en Algérie où à l'époque j'étais missionnée, et que ça a créé des tensions diplomatiques entre les pays. Et je pense clairement qu'il y a un manque de connaissance de l'histoire, parce que quand on voit la marche des beurs, enfin celle qui a été catégorisée comme la marche des beurs de 83, on oublie en fait comment la France s'est construite d'après-guerre. Et ça non plus, ça ne fait pas partie des manuels scolaires. Et pourquoi il y a eu cette vague d'émigration et la façon dont les banlieues se sont construites, et pourquoi aujourd'hui on en arrive aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc il y a une méconnaissance de l'histoire et un manque de reconnaissance aussi d'un tas de choses. Complètement. Je pense qu'il y a une partie de l'histoire qui est complètement laissée dans le tabou et dans l'oubli, et qu'on ne prend pas conscience que ça fait partie de l'histoire française. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de l'esclavage n'est pas une histoire particulière qui ne concernerait que les ultramarins. C'est l'histoire de France. Et effectivement, c'est pas dans les ça n'a pas assez de place dans les manuels scolaires. Et ça fait partie la marche qualifiée de marche des beurs fait partie de l'histoire de France. Et je pense que s'il y avait une éducation comme ça de la part des citoyens par l'éducation nationale de ce qu'est notre histoire, je pense que justement il y aurait moins de distance entre les gens et qu'ils ne se demanderaient pas ce que font une personne noire, par exemple. On dirait qu'ils pensent qu'ils viennent par parachute. Enfin non, il y a toute une histoire, une historique, un passé qui explique pourquoi la société française est mélangée. C'est pas... Et effectivement, on ne l'explique pas assez, et c'est pour ça qu'on voit toujours beaucoup de personnes montrées comme différentes, comme n'étant pas dans la communauté nationale. Mais encore une fois, les choses évoluent sur certains aspects tout de même. Voilà, on prendra 2 ou 3 dernières questions. On va juste pour briser la glace, on va s'intéresser à l'étrange miroir. Voilà. Alors, jeu de mots. Oui, donc on va donner la parole à Étrange Miroir, qui est un collectif d'artistes qui va se présenter, expliquer ses projets, et qui va nous parler un petit peu, parce que à sa manière, lui aussi, il met en scène l'immigration pour parler de l'immigration, pas forcément de la manière dont en parlent justement les médias, en insistant sur d'autres choses. Donc voilà, je laisse la parole à Marie Harley ou Salima Keter. Avec un micro. Ok. Bonsoir, merci de nous avoir invités au sein de ce débat très intéressant. Alors le collectif Étrange Miroir, vite fait, c'est un collectif nantais qui s'est créé assez récemment, en 2011, qui a pour objectif de créer des créations artistiques qui ont pour objectif de créer des espaces de sensibilisation, enfin de réflexion sur la société en fait. Et à l'origine, en fait, on s'est rencontrés au sein de la CIMAD. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et voilà, du coup, c'est un collectif qui regroupe des compétences assez pluridisciplinaires, puisqu'il y a autant des musiciens, documentaristes, juristes, travailleurs sociaux, enfin, un ensemble de compétences et de personnes. Et donc, on crée des choses qui sont aussi pluridisciplinaires par essence, évidemment, puisque les projets font tous appel à des compétences différentes. Donc là, on nous a invités pour parler d'un projet qu'on a monté en 2013. À l'origine, c'est une commande pour un festival. Le festival, chaque année, il s'appelle Migre en scène. Chaque année, il y a une thématique, et là, la thématique, c'était les femmes migrantes. Donc, nous, quand on a appris le sujet, on est un peu tombé des nues, parce qu'on a eu très peur de faire, justement, d'entretenir les représentations victimisantes auxquelles on pense quand on pense à l'association Femmes Migrantes. Enfin, vraiment, c'était... Parce que l'autre projet qu'on avait pu réaliser, on avait fait de la vidéo.
Et là, du coup, on s'est dit, non, on ne va pas faire de la vidéo, on va se concentrer sur le son. Donc voilà. Donc on a créé un dispositif, c'est une installation sonore, interactive. Donc voici le développeur qui a créé l'interactivité. Et dans cette installation, il y a 4 meubles, et dans chaque meuble, la question des femmes est explorée sous des angles différents. Donc juridique, sociologique, sous l'angle du quotidien, et puis avec un angle aussi un peu militant. Voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que du coup, donc il y a eu plusieurs compétences mobilisées, donc un développeur, une association, le Monde des Barons Perchés, qui a construit les meubles, des musiciens, des gens qui font du bruitage, et ensuite on a été 7 documentaristes, professionnels ou pas, à réaliser les capsules. Donc moi ici même, et puis Salima. Et du coup, Salima, est-ce que tu veux dire quelque chose sur le... Parce que ça a été tout un processus. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, effectivement, on a énormément de représentations sur les femmes migrantes. Que faire pour essayer de ne pas tomber dans ce panneau? Donc on s'est plutôt intéressé à pourquoi on a ces représentations. Et pour ça, on est allé interviewer des sociologues, des anthropologues, quelques intéressées elles-mêmes. Et le résultat, c'était de montrer au public que la question des femmes migrantes est effectivement complexe et qu'il faut aller chercher l'information et que voilà. Il y a une illustration. C'est ce que j'allais dire. Donc justement, avant de passer la parole à Salima, justement, il y a une illustration sonore, voilà, qu'on va... Juste un truc. Donc, on a parlé de terminologie. Effectivement, c'est très très important parce qu'on a intitulé le projet Mobile illégitime parce qu'on a rencontré une sociologue qui s'appelle Nassira Ghenif-Souilamas qui nous a parlé de mobilité légitime ou illégitime. Et on s'est dit, tiens, c'est beaucoup plus intéressant de parler de mobilité que de migration. Et en plus, mobile illégitime, c'est asexué. Donc du coup, là, on oublie complètement le côté femme ou homme. On parle de la légitimité ou pas à pouvoir être mobile dans ce monde, en fait. Et une chose aussi qui nous a parlé en tant que femmes, parce que curieusement, on n'était que des femmes à faire les documentaires. Ah oui, non, sauf Simon, pardon. C'est qu'en fait, chez les femmes, la mobilité, il y a toute une histoire de mobilité symbolique qui est beaucoup... disons qu'il y a des frontières symboliques à franchir qui ne sont pas forcément matérielles et tout ça. Donc, évidemment, ça nous a ramené à notre propre vie de femme. Tout ça. Donc là, c'est pour ça que je voulais parler de la mobilité illégitime ou la mobilité symbolique, parce que si j'étais un homme, la personne qui s'exprime parle de ça. Voilà. Donc on écoute 2 minutes. Si j'étais un homme, mon aventure serait bénie. Mais juste parce que je suis une femme, c'est mal vu. On ne te reconnaît plus, tu n'es pas considéré de la société. On se dit souvent chez nous, une femme qui migre, c'est une femme qui s'en va se prostituer, c'est une femme qui s'en va faire des choses indécentes. Et te lever subitement et aller à l'aventure immigrer, on se dit que c'est pas clair. Moi, j'ai dû immigrer parce qu'on m'avait confronté à un mariage forcé avec une personne âgée. Et moi, je suis jeune fille. Enfin, j'étais en 2010, j'avais 32 ans et j'avais plein d'avenir puisque j'ai beaucoup étudié. J'avais envie de poursuivre mes études, de vivre ma liberté. Mais non, c'était pour ma famille qui est un peu modeste. Ils ne voyaient pas trop la vie de ce sens. Du coup, on voulait me donner à un homme qui est un peu aisé pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, moi, je voyais mon avenir chuter. Du coup, j'ai préféré quitter le pays pour fuir tout ça. Je me vois assez plein d'avenir pour pouvoir rester au foyer avec un homme que je n'aime pas, avec un homme que je serai soumise, avec un homme que je ne pourrai plus m'épanouir.
Je suis partie du jour au lendemain sans rien dire à quelqu'un qui que ce soit. Ils ont su ça après. Mais c'est tant pis, je suis déjà loin. Je ne devais pas partir et je suis partie sans rien dire. Pour moi, c'était quand même osé. C'est ce que je disais pas. J'ai défié ma famille. En temps normal, je devais les informer. Ils devaient consentir, ils devaient m'amener à l'aéroport. Ils devaient faire ci, ils devaient faire ça, mais non. J'ai fait toute seule, j'ai planifié toute seule. J'ai eu mon visa toute seule, je suis partie toute seule. Du coup, pour moi, c'était quand même un... Voilà. Ça peut se réécouter, non? Non, enfin pas ce soir, mais... Alors oui, vous avez la possibilité d'écouter, on a un audioblog sur Arte Radio. Sinon, bien sûr, vous pouvez écouter sur le site de Étrange Miroir, vous serez redirigé sur le SoundCloud, donc, où il y a toutes les capsules, enfin on appelle ça des capsules, il y a 40 capsules qui parlent de ces questions, avec chaque fois autant un témoignage accompagné d'une analyse d'une sociologue. Là, on va sans doute pas avoir le temps d'écouter, mais c'était une personne qui s'appelle Jules Falquet, qui est sociologue, qui parle de mondialisation et du travail, et évidemment des conséquences sur les femmes migrantes aussi. Voilà. Deux petites questions. Vous avez choisi que ce soit donc un médium audio, pas d'image. Et puis, comme tous les reportages, vous avez mis une petite musique que vous avez choisie. Pourquoi la musique? Pourquoi ce choix? Pourquoi pas une voix pure? Il n'y a pas tout le temps de la musique. Jules Falquet, il n'y a pas de musique. La musique, elle est toute réalisée par les personnes qui constituent le... Non, c'est parce qu'on parle d'instrumentalisation de reportage par la musique, donc je vous renvoyais, parce que c'est un étrange miroir, donc je vous renvoyais en miroir. Non, effectivement, oui, tout à l'heure, vous parliez d'émotion et tout ça, effectivement... Donc vous jouez aussi sur ce registre? Évidemment, enfin... Bon. Oui, mais... Non, mais c'est pas... Je pense que... On joue si on veut, mais on est quand même assez respectueux des paroles des gens. Bon. Non, mais en même temps, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, il y a différentes manières de mettre en scène. C'était aussi pour ça qu'on avait proposé à Marie, parce qu'effectivement, dans le cas d'une création artistique, il y a aussi un parti pris, une mise en scène, et plus généralement, dans un discours en général, à partir du moment où on parle, on choisit ses mots, on articule son discours d'une certaine manière, donc on le met en scène de façon à toucher le mieux possible les personnes qu'on vise. Oui, puis c'est pour accompagner l'écoute aussi, qui n'est pas toujours simple. Enfin, voilà, pour la rendre plus accessible. Salima veut dire un mot, non? Puis après, on va... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y aura peut-être une ou deux. Sinon, on conclura. Ah. Donc. Voilà, donc Madame préfère un sous-titrage sonore qu'un sous-titrage visuel. Oui, c'est ça. Oui. Non, je voulais juste dire que, en fait, Étrange Miroir, enfin Marie en l'occurrence et Raphaël, qui ont monté le collectif Étrange Miroir, en fait, donc ils nous ont proposé à nous 7 créateurs sonores qui étions a priori pas créateurs sonores, c'est-à-dire qu'ils ont sollicité des personnes qui venaient d'environnements professionnels différents. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce projet, donc c'était passionnant, c'était nous-mêmes, et Marielle l'a souligné en substance tout à l'heure, ça nous interrogeait nous-mêmes sur nos propres représentations. Donc on a choisi d'aller vers telle ou telle personne, par exemple moi avec Simon, la partie masculine du collectif, étions allés voir des personnes plus dans le quotidien, donc des personnes qui sont par exemple une conseillère en insertion professionnelle et une personne qui enseigne le français aux nouveaux arrivants. Et donc c'était cette idée donc ce que Marie-France disait tout à l'heure, elle l'a dit, de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que les femmes, dans les questions de l'immigration et de l'émigration, parce que les deux termes sont à prendre en considération, je fais référence à la double absence, parce qu'on s'interroge souvent sur l'immigration, mais pas assez d'où ces personnes viennent, qui elles sont.
Et donc voilà, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais voilà, c'était un questionnement sur l'individu lui-même, et voilà, c'est ce qui nous a tous motivés. On partait, on allait à la recherche de sons, on revenait, et on se faisait écouter tous ces sons ensemble. Et donc voilà, il y a eu tout un foisonnement qui interrogeait la femme. Voilà, donc double invisibilité. La femme qui n'est pas forcément très présente quand on parle d'immigration ou de mobilité, comme disait Marie précédemment. C'est pas forcément la figure de la femme dont on parle le plus ou dont on entend le plus parler. Oui, alors que dans les faits, dans la réalité sociale, c'est une véritable... Enfin voilà, c'est un bonhomme, quoi. Enfin voilà, pour prendre un terme, elle est cheville ouvrière, elle fait aussi son immigration. Il n'y a pas que les hommes qui font l'immigration, les femmes... Elle le fait sans être bonhomme. Elles sont actrices de leur immigration. Non, c'est juste, je demandais à Pauline de nous rejoindre. On va conclure. Je vous vois, vous avez tapoté toute la soirée, donc c'était pas des jeux vidéo. Donc, je propose, en guise de conclusion, je vais demander à Marie-France une petite synthèse, parce que je pense que c'est bien de repartir avec quelques idées un peu sur les choses. À moins qu'il y ait une dernière question. Ouais, s'il y a comme une dernière question, on a encore un petit peu de temps, donc vraiment, il s'est dit plein de choses super intéressantes, et s'il y a encore d'autres choses encore plus intéressantes qui peuvent se dire, c'est super. Ouais. Alors, ouais. Donc ça laisse le temps à Pauline de préparer son intervention. C'est bien, merci. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Non, moi, c'est pas une question, c'était plus une remarque d'ordre général. Je pense que vous l'avez dit, Marie-France, tout à l'heure, le maître mot, pour moi, c'est la question de l'éducation, qui est derrière autant sur la question de la déconstruction des préjugés, d'une manière générale, sur la manière dont on perçoit l'autre et dont on construit une société tous ensemble, mais aussi sur la manière dont on apprend à décrypter ou pas ce qui apparaît dans les médias. Et je reviens au premier thème, du coup, de l'instrumentalisation ou pas, en tout cas des images par les médias. Apprendre à décrypter un écrit, une image, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons culturelles et sociales. Et c'est à mon avis aujourd'hui un manque qu'on a au niveau de l'éducation nationale au sens large ici, en tout cas en France. Et quand on n'a pas la chance d'avoir une famille autour de soi ou un arrière-fond culturel qui nous permet de mettre le doigt sur ces questions-là, voilà, ça construit, ça facilite en tout cas la perpétuation de tous ces stéréotypes-là. Et à mon avis, une des solutions, et je pense que c'est d'ailleurs une des seules, c'est de continuer à travailler sur ces questions d'éducation à travers l'école, à travers l'éducation populaire, et puis à travers la transmission qu'on fait tous en tant qu'individus, à nos propres enfants et à nos propres entourages. Voilà, c'était juste une remarque. D'où l'atelier de ce soir, d'ailleurs. Et les autres qui vont suivre, parce qu'il y en a un autre le 16 juin, on en reparlera, mais on réfléchit pour l'année prochaine, déshabillons l'info, on trouve ça super sympa, à vrai dire, et on a vraiment envie de continuer. Une autre question Bon. Remarque. Alors, que s'est-il... Oui. Pour les prochains, ce serait possible la mise en scène du politique par les médias. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais je pense que c'est intéressant. On peut mettre une boîte à idées. Donc alors, expliquez-nous ce qui s'est passé ce soir donc, sur la toile. Alors, sur la toile, je suis désolée de vous annoncer que pour l'instant, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Il y a certaines phrases qui ont été retweetées et certaines phrases qui ont été mises en favoris, mais c'est tout pour l'instant. Ouais. Et alors, c'est style favori, c'est... Faut expliquer à Michel un peu plus le fonctionnement de Twitter. Je connais rien. C'est plutôt pas mal, oui, ça fait plaisir. Alors je vais essayer de retrouver... Si on peut se faire plaisir ce soir, c'est bien. C'est mieux. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça, mais j'y arrive pas forcément. Le hashtag, on le redit, c'était déshabillons l'info. Donc vous pourrez retrouver tout ce que Pauline a tweeté pendant la soirée en rentrant chez vous ou là en regardant sur vos téléphones, en faisant le hashtag donc déshabillons l'info. Et d'ailleurs, je crois que celui qui a été mis en favori, c'est celui qui dit la logique veut que l'information parle d'une aspérité de la journée, donc forcément, on recherche ce qui est différent. Bon, c'est une citation qui a citation de Philippe Villeneuve. Voilà. Bon, ben voilà, c'est lui, on peut l'applaudir. Et il y a une deuxième citation qui a été mise en favori, et qui est « Les journalistes ne sont pas des personnes mauvaises, c'est la mécanique qui l'est », de Philippe Villeneuve. Bon.
On va se faire un petit jeu pour la prochaine. Je vais essayer de faire une citation et puis. Ce sera le concours de celui qui a la phrase choc. Voilà. Mais mobiliser les gens pour venir à la prochaine. Hein. On continue, mais on n'a pas fini. Mais c'était passionnant. Hein. Bon. Synthèse. C'est toujours un exercice difficile, hein, comme ça, à chaud. Une lourde responsabilité. Oui, non, c'était juste pour dire effectivement que la terminologie est importante, parce que les mots ont du sens et que ça peut être parfois des petites violences. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. D'autre part, je voulais insister sur un point qui me paraît important, c'est la force des représentations. C'est-à-dire que les représentations, je pense, ont un véritable rôle, et donc les représentations médiatiques, pour lutter contre les discriminations, l'exclusion et les stigmatisations. Et avec les représentations, le symbolique peut changer pas mal de choses, en fait. Parce que le problème des représentations, dès lors qu'elles sont stéréotypées, stigmatisantes, etc., c'est qu'elles ont un double impact, en fait. Le premier impact, c'est que c'est déjà sur les populations minoritaires elles-mêmes, puisqu'elles vont intérioriser les représentations dépréciatives ou stéréotypées et du coup se comporter comme telles, et ça va entraîner des manques de confiance en soi, de la mésestime de soi, etc. Donc un mal-être de façon globale. Et à un autre niveau, les représentations caricaturales et stéréotypées ont un impact sur les populations non minoritaires, et c'est la porte ouverte justement aux discriminations et à l'incitation à la haine raciale, pourquoi pas. Alors moi, c'est juste une petite anecdote qui montre que les représentations stéréotypées, elles sont très difficiles à déconstruire, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'après on peut colorer effectivement les antennes, on peut donner une image Benetton où tout le monde s'entend bien dans les publicités marketing, etc. Mais dans le fond, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est de sortir des stéréotypes qui sont les trois grandes figures principales, à savoir ce que je disais, la victime, l'assisté, le sauvage, l'exotique, et après une troisième dont j'ai pas le temps de parler, mais c'est l'occasion dans la conclusion, c'est le délinquant, le déviant, si j'en avais déjà parlé, pardon. Il y aura une future belle émission sur Alternante qui reviendra sur ça. Ah d'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a enregistré quelque chose. Oui, complètement, tout à fait. Ce sera l'occasion de réécouter cela. La pub. Tout à fait. Et donc voilà, petite anecdote, moi je sais qu'il y a quelques années, il y a un monsieur qui est venu faire la désinsectisation chez moi dans mon nouvel appartement, comme tous les ans, et je venais d'arriver dans l'immeuble, et donc je lui demande comme ça, alors est-ce qu'il y a des bestioles ou des cafards dans cet immeuble, etc. Il me dit, non, de votre côté ça va, il n'y a pas de problème, et de toute façon vous avez l'habitude. Je fais pardon, je ne comprends pas la question. Et donc j'ai dit non. Il me dit ah si vous avez l'habitude, c'est-à-dire. Donc il devait m'imaginer sortir d'une jungle exotique entourée de scorpions, de cafards, enfin je ne sais pas. Voilà, donc le problème c'est qu'après ça a un impact sur les relations sociales, sur quand on cherche du travail, quand on cherche un appartement. Donc à la limite, s'il y avait des représentations caricaturales et que ça n'avait pas d'impact, à la limite, on les laisserait vivre, pourquoi pas. Mais l'inconvénient, c'est que c'est la porte ouverte, effectivement, à l'assignation identitaire et surtout aux discriminations. Donc, la solution, quelle pourrait être la solution, c'est effectivement de contrer les stéréotypes, c'est-à-dire dans les représentations, pour sortir de l'image de la victime, il faut mettre des héros qui sauvent les autres, des héros issus des minorités qui sauvent les autres, et donc on contrebalance le stéréotype. Et puis surtout, la solution, c'est d'avoir des variations d'images, c'est sortir des représentations cantonnées, parce que celles dont on a parlé, comme je le répète, je pense que c'est un point important à souligner, elles existent, c'est-à-dire le clandestin qui meurt sur les bateaux, ça existe. Les sans-papiers qui sont dans les difficultés, ça existe. Donc l'idée n'est pas d'occulter une réalité, mais c'est de la rendre sensible et puis de la rendre moins fixe, et puis de montrer que les personnes issues des minorités ne sont pas un tout anonyme et qu'elles ont leurs différences et que tout le monde est différent en tant qu'individu. Et donc ce que j'ai bien aimé dans le travail que vous avez présenté sur Étrange Miroir,
c'est que les personnes ont la parole. C'est-à-dire que les femmes que vous avez interrogées se disent elles-mêmes. Et donc ça, c'est intéressant puisque ça permet aussi de sortir des caricatures quand c'est l'individu lui-même qui se décrit et qui se parle. Voilà pourquoi dans les rédactions des journalistes, je pense qu'en plus des formations pour essayer de sortir de la mention des origines quand ce n'est pas important pour la bonne compréhension de l'information, etc., il serait tout à fait profitable de colorer aussi les rédactions dans les postes décisionnaires pour effectivement essayer d'avoir des contenus un petit peu plus ouverts. C'est peut-être aussi une piste de solution. Et je voudrais juste terminer avec une citation d'une écrivaine qui vit entre le Nigeria et les États-Unis, qui a écrit quelque chose de très beau pour parler de la question des stéréotypes et qui avait fait l'objet d'un TED Talks où en fait elle avait fait donc une petite présentation. Je vais sûrement écorcher son prénom, elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Et elle a dit à propos des dangers de l'histoire unique, pour parler des stéréotypes, ce sera mon dernier mot, l'histoire unique crée des stéréotypes, et le problème avec les stéréotypes n'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplets. Ils font de l'histoire unique la seule histoire. De nombreuses histoires sont importantes, les histoires sont utilisées pour déposséder et pour calomnier, mais elles peuvent aussi être utilisées pour renforcer et pour humaniser. Les histoires peuvent briser la dignité d'un peuple, mais les histoires peuvent aussi réparer cette dignité brisée. Quand on refuse l'histoire unique, quand on se rend compte qu'il n'y a jamais une seule histoire à propos d'un lieu, quel qu'il soit, nous retrouvons une sorte de paradis. Voilà. Merci.